Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver, commençant avec les titres de l'actualité. Le président de la République a présidé ce dimanche une réunion du Conseil des ministres consacrée à des exposés concernant le secteur des mines et le transport ferroviaire, ainsi qu'aux mesures et dispositions prises pour l'approvisionnement du marché durant le mois sacré du Ramadan. Installation du Conseil national de la mécanisation agricole par le Premier ministre. Ce conseil veillera à moderniser le secteur agricole et à renforcer ses capacités de production. Retour dans ce journal sur cette conférence nationale sur les projets d'amendement technique de la Constitution et de la loi organique relative au régime électoral. À l'ordre du jour, 10 propositions, notamment l'introduction de l'obligation de justifier d'un niveau d'instruction pour se porter candidat à la présidence de la République. À l'étranger, les médias français continuent de mettre de l'huile au feu à la crise entre Alger et Paris. Cette fois, c'est France Télévisions qui a diffusé une image biaisée et déformée de l'Algérie. On en parle dans un moment. Au Maroc, l'apparition d'un drapeau de l'entité sioniste à la frontière algéro-marocaine, côté marocain, a déclenché une vive indignation, ce qui confirme le rejet populaire de la normalisation et le malaise qu'elle suscite au sein de la population marocaine. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé une réunion du Conseil des ministres consacrée à des exposés concernant le lancement de la mine de zinc, plomb de Oued Amizour et l'état de suivi d'avancement, plutôt le suivi de l'état d'avancement du projet de ligne ferroviaire minière Bled El Hedba, Oued Kbrit, port de Annaba, destiné au transport du phosphate et des engrais extraits et produits. Il a été également question des mesures et dispositions prises pour l'approvisionnement du marché durant le mois du Ramadan. Nous lisons également en titre installation du Conseil national de la mécanisation agricole par le Premier ministre Sefer Riyeb, et ce conformément aux instructions du président de la République Abdelmadjid Tebboune relative à la création de ce conseil qui s'inscrit dans le cadre des efforts visant à moderniser le secteur agricole et à renforcer ses capacités de production en mettant du matériel agricole à la disposition des exploitations agricoles. Le conseil est composé de représentants des secteurs concernés ainsi que des associations professionnelles d'agriculteurs et des opérateurs économiques locaux producteurs de matériel agricole. Le Premier ministre a donné des instructions pour doter ce conseil d'un plan d'action prévoyant notamment le recensement complet des besoins des agriculteurs en matériel agricole en tenant compte des spécificités de chaque filière agricole et en veillant à identifier les besoins prioritaires liés aux saisons agricoles 2025-2026 et 2026-2027 afin d'en garantir la réussite. Le Premier ministre a également indiqué que le plan d'action doit mettre en place les mesures nécessaires au renforcement et à la diversification de la production locale de matériel agricole afin de répondre aux besoins exprimés. Le Conseil national de la mécanisation agricole prendra en charge les préoccupations soulevées en matière de renforcement des capacités nationales de maintenance du matériel agricole et de disponibilité des pièces de rechange à travers la mise en place et le développement d'un réseau national de maintenance du matériel agricole garantissant l'efficacité dans l'utilisation du parc national de matériel agricole. Nous lisons également en titre retour dans cette édition sur cette conférence nationale sur les projets d'amendement technique de la Constitution et de la loi organique relative au régime électoral. À l'ordre du jour, un exposé comportant 10 propositions concernant l'amendement technique de la Constitution. Parmi les amendements proposés, l'introduction de l'obligation de justifier d'un niveau d'instruction pour se porter candidat à la fonction de président de la République. Plus de détails avec Amira Sefta. Regardez.
Dans un contexte politique marqué par une volonté claire de moderniser l'arsenal juridique et de renforcer la stabilité institutionnelle, cette rencontre a ouvert un large débat autour des mécanismes d'adaptation des textes constitutionnels sans en altérer l'essence ni les fondements. Plus de 5 années après la promulgation de la Constitution de 2020 et suite au parachèvement de l'édification institutionnelle qui en découle, la pratique sur le terrain dans l'organisation et le fonctionnement de certaines institutions constitutionnelles et instances publiques a mis en évidence la nécessité d'améliorer certains aspects purement techniques, je dis bien purement techniques, des dispositions constitutionnelles portant plus particulièrement sur 10 points. Les propositions portent sur une série de 10 mesures de réajustement technique présentées par le directeur de cabinet de la présidence de la République. Parmi elles figure l'introduction de l'obligation de justifier d'un niveau d'instruction pour se porter candidat à la magistrature suprême, la clarification des modalités de prestation du serment constitutionnel ainsi que la possibilité pour le président de la République de convoquer des élections locales anticipées. Les propositions incluent également la révision de certaines dispositions relatives au Conseil supérieur de la magistrature, la prolongation du mandat du président du Conseil de la Nation à 6 ans afin de garantir la continuité de l'expertise parlementaire, ainsi que l'amélioration de l'organisation des sessions parlementaires ordinaires. Il est également question de l'élargissement des prérogatives de l'autorité nationale indépendante, des élections et la réorganisation de sa composition fonctionnelle, en plus de l'introduction de dispositions transitoires visant à combler les vides constitutionnels, garantir la continuité des institutions et permettre aux instances concernées de s'adapter aux amendements juridiques dans des délais raisonnables. Cet amendement technique s'inscrit dans une approche visant à renforcer la cohérence entre les textes constitutionnels et législatifs, tout en préservant les constantes nationales et les principes fondamentaux de la Constitution. Les amendements techniques proposés constituent une avancée qualitative de nature à renforcer l'efficacité de la disponibilité permanente dans le cadre d'une complémentarité fonctionnelle constructive permettant l'édification d'un État démocratique et social solide fondé sur les constantes nationales et les principes de l'égalité consacrant les droits et les libertés et œuvrant à renforcer la confiance et à consolider la stabilité des institutions. Les positions des partis politiques participant à cette conférence ont reflété une convergence claire quant à la nécessité de ces conclusions, mettant en avant l'importance d'une démarche fondée sur la concertation. C'est un dialogue franc. Il faut souligner que ce n'est qu'un amendement technique qui n'impacte pas l'essence même de la Constitution et ses articles intangibles. Nous avons apporté nos propositions, notamment en ce qui concerne la liste électorale, les nouvelles wilayas, et en ce qui concerne également les quotas et les sièges des représentants de la communauté. Les recommandations de ces consultations politiques vont certainement nous rassembler sur un accord commun. Des explications ont été apportées sur des articles concernés par cet amendement, ainsi qu'une lecture approfondie de ces articles afin qu'il y ait une cohérence avec les questions d'actualité. La réforme du régime électoral que nous considérons au sein du FFS une nécessité absolue pour bâtir une démocratie représentative réelle et permettre aux partis politiques de jouer leur rôle et donner l'occasion aux Algériens de choisir leurs représentants. Nous portons un intérêt particulier à la loi organique portant régime électoral, qui a suscité un débat profond, notamment en ce qui concerne le contrôle d'habilitation des candidats et les listes électorales. La majorité des points et manquements que nous avons relevés concernant le régime électoral ont été pris en considération. Parmi les points abordés, l'autorité indépendante des élections et ses prérogatives. Aujourd'hui, nous nous sommes mis d'accord sur l'amélioration des pratiques et aller vers des élections qui permettront d'établir des assemblées locales fortes sur lesquelles nous pouvons compter, ce qui est important pour l'établissement d'un État de droit sur la base de la Constitution. Nous saluons cette étape positive en présence des partis politiques afin d'enrichir la loi portant régime électoral et les amendements techniques. L'enjeu central, soulignent les intervenants, n'est pas de modifier la Constitution, mais d'en ajuster les détails techniques afin d'en garantir la cohérence avec la réalité législative et institutionnelle, dans le cadre d'une approche réformatrice fondée sur le dialogue et le consensus.
Dans le volet coopération et sur instruction du président de la République, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, est arrivé dans la capitale tunisienne pour prendre part à la réunion ministérielle du mécanisme tripartite des pays voisins de la Libye, Algérie, Tunisie, Égypte. Prévue demain, cette réunion périodique s'inscrit dans le cadre de la concertation continue entre les trois pays sur l'évolution de la crise libyenne ainsi que sur les moyens et perspectives de soutien au processus de règlement politique dans ce pays frère, sous l'égide des Nations Unies, et ce dans le respect total de la souveraineté de la Libye, de son peuple et de ses institutions. Je vous le disais tout à l'heure, donc, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé une réunion des conseils des ministres consacrée à des exposés concernant le lancement de la mine de zinc, plomb de Oued Amizour et le suivi de l'état d'avancement du projet de ligne ferroviaire minière Bled El Hedba, Oued Kebrit, port de Annaba, destiné au transport du phosphate et des engrais extraits et produits. Il a été également question lors de ce conseil des mesures et dispositions prises pour l'approvisionnement du marché durant le mois sacré du Ramadan. Et pour plus de détails justement sur l'ordre du jour de ce conseil, nous avons avec nous depuis le siège de la présidence de la République notre envoyé sur place, Yasmine Msaoudi. Yasmine, bonsoir. Bonsoir Sarah. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé il y a quelques instants une réunion du Conseil des ministres consacrée à l'examen de plusieurs dossiers majeurs. Le chef de l'État a instruit le Premier ministre d'assurer un suivi rigoureux de la mise en œuvre sur le terrain des décisions du Conseil des ministres et du gouvernement. Le président de la République a également décidé d'un soutien financier en faveur des hadjis algériens pour la saison du Hajj 2026 avec une prise en charge de 10 millions de centimes par pèlerin, ramenant ainsi le coût global du Hajj à 82 millions de centimes au lieu de 92 millions. Concernant le projet de la mine de zinc et de plomb de Oued Amizour, le chef de l'État a insisté sur le lancement effectif de ce projet stratégique dès le mois de mars 2026, au regard de son importance en matière de création d'emplois et de retombées économiques, tant pour la région que pour l'économie nationale. Par ailleurs, à propos de la participation de l'équipe nationale de football à la Coupe d'Afrique des Nations, le chef de l'État a chargé le ministre des Sports de transmettre ses félicitations à l'équipe nationale et à son staff technique, à leur tête le sélectionneur Vladimir Petkovic, tout en lui souhaitant plein de succès lors de la prochaine Coupe du Monde. Le chef de l'État a également salué la forte mobilisation des supporters algériens, notamment ceux de la communauté nationale établie à l'étranger, venus de différents pays pour soutenir l'équipe nationale lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Merci beaucoup Yasmine Msaoudi pour tous ces détails à l'ordre du jour du Conseil des ministres tenu aujourd'hui, rappelons-le, sous la présidence du président de la République. Vous étiez avec nous en direct depuis le siège de la présidence. Allons du côté de Blida à présent, en plein Metidja, région connue pour la qualité de ses agrumes. En cette période de l'année, la récolte bat son plein. Illustration à Bnitamou avec une ferme expérimentale dont l'accompagnement est assuré par l'Institut d'arboriculture fruitière. La ferme réalise de très bons résultats. C'est le reportage de Badia Amani. Regardez. Des arbres qui courbent l'échine sous le poids des oranges, de citrons ou de pomelos bien mûrs. En cette journée pluvieuse, nous avons fait escale à la ferme expérimentale de Bnitamou, relevant de l'Institut technique d'arboriculture fruitière ITAF. Sur ce périmètre que nous avons visité, plus de 30 variétés d'agrumes sont cultivées sur une superficie de 1,7 hectare. Parmi nos principales missions, c'est en premier lieu c'est la production des plants. C'est-à-dire la production de matériel végétal de qualité. Ça veut dire tout ce qui est plants, semences, boutures, marcottes, etc. Si on parle aux agrumes, on a 105 variétés et clones. En Algérie, on a ce qu'on appelle des variétés autochtones, c'est-à-dire des variétés propres à l'Algérie, à l'image de la clémentine du Messerghen, l'oranger de Blida. Mais la grande partie des variétés, c'est des variétés étrangères, c'est des variétés espagnoles, italiennes et américaines. Les variétés d'agrumes existaient en Algérie avant l'arrivée des colons français. Dans la filière de l'agrumiculture, nous remarquons que le spectre des variétés est un peu, limité.
par rapport aux variétés qui existent en Algérie. Nous avons quand même un large spectre de variétés qui s'étend du mois d'octobre jusqu'à le long de l'année. L'ITAF a notamment pour mission de conserver les variétés d'agrumes et d'autres arbres fruitiers. Au niveau de ce laboratoire de culture in vitro, les variétés touchées par des maladies sont régénérées et assainies avant leur plantation. Il a la mission de l'assainissement du matériel végétal des virus. Donc il s'agit bien des maladies de dégénérescence. Là où les plants, les sujets, à l'extérieur, ils sont malades par des maladies de dégénérescence et qu'on ne peut pas les assainir ou les multiplier par voie classique. Donc ils passent au laboratoire de l'assainissement. L'agrumiculture demeure une filière en plein essor en Algérie. La production atteint aujourd'hui des niveaux prometteurs grâce à l'introduction de variétés performantes capables de produire des fruits dès la 3e année après plantation, telle la Washington Navel. Toutefois, les agriculteurs alertent sur la déperdition de certaines variétés locales menacées de disparition. كليمونتي سون بيبان لامليم لوردينير مندرين الجافا لاويكين هذو راحوا للانقراض ما كاش ماذا بينا نعاودوا نجدوا هذه البساتين نتاع الاخر باه نولوا نجنيو الحمضيات من الماء دأكتوبر حتى للماء دمي الماء دمي ما نديروش الشامب دو فروع. Blida, qui assure environ 30% de la production nationale d'agrumes, est considéré comme le bassin de cette filière agricole. Conscient de son importance stratégique, l'État a mis en place un programme ambitieux visant le développement de cette filière à travers un accompagnement renforcé des agriculteurs, tant sur le plan stratégique que financier. Industrie automobile avec le lancement à Ain Mouchent de la production locale de véhicules utilitaires, ce qui vient concrétiser un projet attendu depuis plusieurs années déjà. Le processus de fabrication est supervisé par une équipe d'ingénieurs chinois chargée d'accompagner les équipes algériennes avec l'objectif d'un transfert de compétences reposant sur un partenariat industriel. Yasmine Amri, reportage. Au cœur de la zone industrielle de Temzoura à Ain Mouchent, les Algériens s'unissent avec le savoir-faire chinois pour donner naissance à une nouvelle génération de véhicules utilitaires. Ici, les lignes de production fonctionnent selon des technologies modernes, garantissant qualité et sécurité, tout en assurant un transfert progressif des connaissances industrielles. Notre but, on a programmé un autre hangar pour production le moteur thermique pour notre besoin et le besoin de marché. Inch'Allah, on va attraper ça et notre but, deuxième étape aussi, on va programmer en extension de notre usine pour embouteillage et peinture. On va produire jusqu'à 40% de local. La production atteint 8000 camions par mois, 100 000 par an. 50 travailleurs algériens ont été recrutés et bénéficient actuellement d'une formation aux techniques de montage et de fabrication en partenariat avec la partie chinoise. Ce complexe industriel intègre l'ensemble des unités nécessaires à la fabrication avec de vastes espaces de stockage. Chaque véhicule est soumis à des tests rigoureux afin de garantir sa conformité aux normes internationales. Nous déployons tous nos efforts pour transférer nos technologies sur place et former les compétences locales aux techniques de production dans l'objectif de soutenir la localisation industrielle. Aujourd'hui, nous sommes présents dans plus de 27 points de vente, offrant véhicules, après-vente et pièces de rechange et visant à éteindre notre réseau à plus de 50 points à l'échelle nationale. La production locale de ce véhicule à Ain Mouchent constitue un levier important pour le renforcement de l'industrie nationale et la création de nouveaux emplois. Elle s'inscrit dans une stratégie nationale visant à bâtir une industrie automobile locale durable, fondée sur une production réelle et une augmentation de la valeur ajoutée.
Et dans l'actualité économique toujours, tenue aujourd'hui, United Entrepreneur of Algeria s'est imposé comme un temps fort dédié à la structuration et à l'activation de l'écosystème entrepreneurial national. L'événement a rassemblé entrepreneurs, investisseurs, experts et représentants institutionnels autour d'une ambition commune, transformer les idées en opportunités concrètes et durables. Pensée comme une plateforme de travail et de décision renforcée par le lancement de Business Match AI, une application algérienne d'intelligence artificielle dédiée au networking stratégique. Nous en parlions en titre, les relations entre Alger et Paris ne vont pas vers l'apaisement, avec notamment la poursuite des médias français de diffuser une image biaisée et déformée de l'Algérie. Exemple concret, la dernière production de France Télévisions qui s'apparente davantage à un réquisitoire qu'à une enquête sérieuse. Ces mêmes médias passent pourtant sous silence les difficultés profondes et les fractures qui secouent leur propre société, nous dit Anis Chir dans ce papier. Regarde. Taper sur l'Algérie est devenu monnaie courante. À chaque crise politique, sociale ou identitaire, les médias français adoptent un narratif biaisé et une rhétorique hostile à l'Algérie. En témoigne ce documentaire, loin d'être conforme aux règles déontologiques de base, d'autant que les faits ne peuvent être remplacés par des productions médiatiques orientées ou par des discours construits autour d'intervenants disqualifiés par leur manque de rigueur. La plus récente des productions de France Télévisions s'apparente davantage à un réquisitoire qu'à une enquête rigoureuse, en s'appuyant sur des éléments biaisés, des propos et des images sortis de leur contexte et donc vidés de toute véracité, en faisant appel à des intervenants notoirement hostiles à l'Algérie, en reprenant des éléments de langage et un discours de l'extrême droite française. Le service public français ternit son image au lieu de ternir celle de l'Algérie, en s'adonnant à des pratiques aussi indignes. Si les médias français souhaitaient vraiment exercer la profession journalistique dans son sens le plus exigeant, ils devraient avant tout se pencher sur les crises internes profondes qui traversent la France, plutôt que de multiplier les controverses internationales, en particulier des sujets tels que les blocages institutionnels affectant le fonctionnement du Parlement, les tensions sociales et nombreuses manifestations qui traduisent le mécontentement du peuple français, ou encore les conditions ayant permis la montée vertigineuse de l'extrême droite en France. Mais certains médias français choisissent de déplacer le débat vers l'extérieur, en multipliant les controverses internationales et en désignant des adversaires à l'étranger dans l'Algérie. Cette dérive s'illustre davantage lorsqu'une chaîne de télévision publique, en diffusant ce genre de documentaire, semble privilégier la prise de position idéologique au détriment de l'information factuelle, confirmant que certaines chaînes françaises s'éloignent de leur mission d'information pour s'inscrire dans une logique de confrontation, de répétition et d'influence narrativement orientée, plutôt que de reportages équilibrés et contextualisés, et ce dans le seul but de discréditer l'Algérie et la dépeindre sous une mauvaise image. Or, l'Algérie n'a nullement besoin du regard français pour exister sur la scène internationale. C'est la troisième puissance économique d'Afrique, sa deuxième puissance militaire, un acteur continental et méditerranéen majeur qui a toujours joué un rôle important sur la scène diplomatique internationale, participant à l'équilibre et à la résolution des conflits. Autre pays également qui verse dans la provocation, le Maroc, avec l'apparition d'un drapeau de l'entité sioniste à la frontière algéro-marocaine côté marocain. Un geste qui a déclenché une vive indignation, une réaction confirmant le rejet populaire de la normalisation et le malaise qu'elle suscite au sein de la population marocaine, nous dit Maïssa El Bouhla dans ce papier. Regarde.
À la frontière algéro-marocaine, le drapeau de l'entité sioniste brandi du côté marocain a provoqué une vague d'indignation. Les images, rapidement diffusées sur les réseaux sociaux, ont été perçues comme une provocation politique majeure, ravivant la colère d'une large partie de l'opinion publique marocaine, dans un contexte régional marqué par la guerre en Palestine et par le rejet persistant de la normalisation. Rapidement, la colère s'est exprimée, notamment au sein de la société marocaine. Sur les réseaux sociaux, citoyens, militants et organisations ont dénoncé un acte jugé incompatible avec la position historique du peuple marocain. Traditionnellement attaché à la défense de la cause palestinienne, pour beaucoup, cet incident dépasse le cadre d'un comportement individuel et renvoie à une problématique plus large, celle de la normalisation des relations entre le Marzan et l'entité sioniste. Depuis 2020, date de la normalisation des relations diplomatiques entre le Marzan et l'entité sioniste, les manifestations de rejet se succèdent dans plusieurs villes du royaume. Une opposition populaire persistante qui contraste avec les choix diplomatiques du Marzan et met en évidence un fossé entre la rue marocaine et les orientations officielles. Dans un climat régional tendu, marqué par la poursuite des violences à Raza, cet incident est très révélateur. Il souligne la fragilité sociale et politique de la normalisation et relance le débat sur sa légitimité populaire. En l'absence de réaction officielle, la rue marocaine impose néanmoins son propre rapport de force symbolique, rappelant que la cause palestinienne reste un socle politique non négociable. Au Proche-Orient, situation humanitaire fragile à Gaza, toutes les entrées du personnel international de Médecins sans frontières ont été refusées et l'acheminement de son matériel a été bloqué depuis le début de l'année 2026, déplore l'ONG qui dénonce les pressions exercées par l'entité sioniste qui a délibérément contraint MSF à un choix impossible, transmettre les données de son personnel ou abandonner des centaines de milliers de Palestiniens dans le besoin. Pour MSF, ces blocages administratifs s'inscrivent dans une campagne plus large des autorités sionistes visant à entraver, discréditer et délégitimer l'action humanitaire. Ce blocage intervient à un moment où les besoins humanitaires de millions de personnes sont immenses et les populations n'ont jamais autant eu besoin des organisations humanitaires. Autre entrave au droit international, l'interdiction d'accès aux journalistes internationaux à Gaza. Une interdiction persistante dénoncée ce dimanche par le commissaire général de l'Office de secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, Philippe Lazzarini, soulignant que cette mesure alimente les campagnes de désinformation. Et puis, retour chez nous pour terminer de la culture avec l'inauguration récente d'une galerie d'art à Riyad El-Fath à Alger. La galerie Idles, un nouvel espace dédié à la promotion de la peinture, de la sculpture et de la photographie, offrant une plateforme pour les jeunes talents. C'est le reportage de Lamia Boudbouda. Regardez. Située au Bois des Arcades à Riyad El-Fath, la naissance de la galerie d'art Idles Art Gallery n'est pas passée inaperçue. Elle a rassemblé les artistes autour d'un nouvel espace dédié à l'expression, la création et à la liberté artistique. Idles, c'est un nouveau bébé qui vient de sortir, quoi. En fait, c'est un espace qui est dédié à l'art et à tous les artistes qui veulent s'exprimer. Chaque détail a été mûrement réfléchi, à commencer par le nom Idles, qui veut dire culture en tamazirt. L'aménagement spécial de la galerie a été réalisé avec goût et sensibilité, en vue d'offrir un cadre propice aux artistes et amoureux de l'art. À chaque fois qu'il y a un nouvel espace qui ouvre, on est content. On est là présent pour assister, pour partager la joie. Et surtout que ça donne l'occasion aux artistes d'exposer. Il est bien particulier cet espace, parce qu'il a une certaine âme qui diffère un peu de tout ce qui existe. Plusieurs artistes étaient présents pour une première exposition inaugurale. Chacun a exposé 2 de ses œuvres. Je suis très ravi, très heureux de faire partie un peu de ce groupe, de cette pléiade d'artistes connus ou pas connus ici à Alger, dans la galerie Idles, à qui je souhaite une longue vie, un bonheur et beaucoup de participants pour que vive l'art, voilà, et la culture, voilà, avec une œuvre qu'on voit ici qui nous rappelle un peu
le bouclier Touareg. Toujours un espace qui naît pour les artistes, c'est une fierté, c'est un moyen de proposer, de montrer nos travaux. L'espace propose et la galerie propose beaucoup de nouvelles choses. Un espoir pour nous les artistes. Inch'Allah, ça va durer dans le temps. Cet espace est ouvert aux jeunes artistes, ce qui permettra aux visiteurs de connaître leur univers et d'apprécier leur talent. D'abord commencer par remercier Zola, qui est la galeriste de cet endroit, ou bien la gérante si vous voulez, qui ne s'est pas focalisé sur le nom de l'artiste ni sa notoriété, mais plutôt sur les capacités. Je suis tellement content, moi et tous les artistes exposants ici, avec un nouvel espace où c'est grand, c'est beau et surtout bien situé. Cet espace a été pensé pour permettre aux céramistes et potiers d'exposer. Aujourd'hui, ce sont les œuvres de Zahra Bacha qui ornent ce mur. Une exposition riche et pleine de couleurs et d'émotions. Et avec cet espace dédié à l'art, nous arrivons au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi au nom de la rédaction qui l'a préparé et au nom de l'équipe technique qui l'a réalisé. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à 19h. Excellente soirée sur notre chaîne. Au revoir.